Je donne la parole, puisque nous avons peu de temps, nous avons déjà pris un peu de retard. Je vais donner la parole maintenant à Carlo Celius, historien de l'art. Il est chargé de recherche au CNRS, membre de l'Institut des mondes africains. Ses recherches portent principalement sur Saint-Domingue et Haïti, en explorant plus précisément trois thématiques qui se retrouvent de manière constante chez lui: la création plastique et la création visuelle au sens un peu plus large du terme, mais aussi les disciplines de l'histoire et de l'ethnologie, les instruments de connaissance qu'il met en œuvre, et puis les expériences et des connaissances des usages du passé. Carlo Celius est l'auteur de Langage plastique et énonciation identitaire, l'invention de l'art haïtien, qui est apparu aux presses universitaires de Laval en 2007. Et puis, il a dirigé plusieurs ouvrages sur le défi haïtien, sur les situations créoles, pratiques et représentations, sur la création plastique en Haïti, un dossier de la revue Gradiva, qui, vous savez, est la revue du musée du Quai Branly. Et enfin, un numéro de ethnologie paru à Québec en 2006. Et finalement, Haïti et l'anthropologie, de nouveau un dossier pour la revue Gradiva. Carlo Celius a la parole. Merci Jacques Lénard. Et Yannick Laens, que je me remercie pour son invitation. Dans ses cours, s'est préoccupé de restituer la profondeur historique et la complexité de l'univers de la création littéraire d'Haïti. Elle exprime le même souci en évoquant d'autres champs de création et de pensée, et c'est dans cette perspective qu'elle a convié le spécialiste de l'histoire de la musique classique, histoire et musique méconnues, comme elle le signale dans l'argumentaire du colloque ou encore dans son dernier cours. Elle a évoqué également dans l'argumentaire, comme dans le dernier cours, la perception stéréotypée entretenue encore aujourd'hui sur les arts plastiques d'Haïti. Les stéréotypes persistent en effet, bien qu'ils aient été constamment combattus par des critiques, historiens et théoriciens haïtiens, et cela depuis au moins les années 40. Des artistes, écrivains, universitaires comme Anthony Lespès, Lucien Price, Max Pinchina, Madeleine Payer, Philippe Tauby-Marcelin, Jacques-Stéphane Alexis, Félix Morisseau-Leroy, Jacques Gabriel, Michel-Philippe Lorbeau, Maximilien Laroche, Pierre Clitande, Gérald Alexis, Gary Augustin et bien d'autres ont produit un discours tout compte fait assez dense, qui reste malheureusement très peu convoqué, très peu discuté, y compris dans des travaux académiques actuels qui cherchent à renouveler le regard sur la création plastique d'Haïti, parfois en ignorant que certains points qu'ils soulèvent avaient fait l'objet de vives polémiques en Haïti dans les années 50, par exemple. L'historien de l'art Edward Sullivan a publié un article paru dans la revue Gradiva en 2015, consacré aux expositions réalisées sur Haïti ces 20 dernières années dans les pays anglophones. Il constate le maintien de cette grande préoccupation de la magie de l'authenticité liée au vaudou. Il n'est pas sûr que ce ne soit pas la même tendance qui prévaut en France, où l'on recourt systématiquement à deux principales figures, André Breton et André Malraux. Jean-Marie Drault, homme de télévision, écrivain, ancien directeur de la Villa Médicis à Rome, qui avait pris le relais dès les années 70, se référait à ces deux figures, les deux parrains, disait-il. Le titre de son premier ouvrage que vous avez sous les yeux, sur Haïti, énonce clairement sa perception. Voyage chez les peintres de la fête et du vaudou en Haïti. En 1988, il organise une exposition au Grand Palais à Paris intitulée Haïti, art naïf, art vaudou.
en 2009, au musée du Montparnasse à Paris, l'exposition Le dernier voyage d'André Malraux en Haïti ou la découverte de l'art vaudou. On pourrait évoquer d'autres expositions conçues par d'autres personnes et institutions qui, tout en prétendant faire autrement, n'y parviennent pas, comme en 2000, l'exposition Haïti, anges et démons, tenue à la Halle Saint-Pierre, où le prisme du vaudou comme grille, unique grille possible de lecture, est projeté sur n'importe quel artiste et n'importe quelle œuvre. Ça va de Jean-Michel Basquiat à Mario Benjamin, en passant par Élodie Barthélemy ou Franz Lamotte. L'exposition tenue, ça c'est une page du catalogue Haïti, Angers, Démons, où, encore une fois, on se met sous l'autorité de Malraux pour inscrire tout ce qui vient d'Haïti sous l'appellation art vaudou. L'exposition tenue au Grand Palais à Paris de novembre 2014 à février 2015 sous le titre Haïti, 2 siècles de création marque la différence. L'intitulé tranche par le choix d'éviter toute accroche exotisante en mettant l'accent sur la profondeur historique. Même s'il s'agit, comme l'ont fait remarquer certains commentateurs, d'une énième exposition collective, aucune velléité de réduire tout un univers artistique à un type particulier d'art. Voilà, je vous montre quelques vues de l'exposition. Une telle inflexion s'explique sans doute par les conditions dans lesquelles le projet a été conçu et réalisé. Une étude de la réception critique de cette exposition apporterait des renseignements fort utiles, mais il est évident que cette seule réalisation ne saurait suffire pour renverser des représentations sédimentées qui continuent par ailleurs à être alimentées. Il n'est pas sûr que l'exposition du Grand Palais de 2015 répondait en tout point aux attentes que son titre pouvait susciter. Au lieu de déployer un vaste panorama allant du XVIIIe ou du XIXe siècle à nos jours, comme il a été envisagé au départ, on a privilégié des figures de ce que j'appelle la nouvelle scène artistique, en les accompagnant de quelques œuvres repères d'artistes d'autres courants et d'autres périodes, attestant d'un univers de création depuis très longtemps constitué, diversifié et dynamique. En tout cas, la preuve a été faite que l'équation ou la relation d'implication Haïti égale art naïf égale art vaudou pose problème. L'exposition l'a montré. Non seulement il n'y a pas que le courant d'art naïf, mais tout art naïf n'est pas nécessairement un art vaudou. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut entendre par art vaudou? Un art inspiré du vaudou? Un art ayant pour thème le vaudou? Un art créé par des vaudouisants? Un art destiné et ou intégré aux pratiques culturelles du vaudou? Évidemment, des caractérisations de ce genre nécessitent la prise en compte de tout un ensemble de paramètres allant de la production des objets à leur destination, leur circulation, leurs usages. Peindre un tableau de chevalet, quel qu'en soit le sujet, destiné à des galeries d'art, des musées ou des collections privées, c'est une opération qui se distingue de l'exécution d'un dessin rituel, d'un vévé, dans le cadre d'une cérémonie vaudou ou d'un service aux lois. Qu'un créateur, quelles que soient par ailleurs ses relations avec le vaudou, convoque les dessins rituels dans son œuvre, d'une manière ou d'une autre, comme cette œuvre de 1974 de Rosemary Desruisseaux, composée à partir de Vévé de Auguste Saint-Jacques et celui des Ulysses, cela ne fait pas d'elle une artiste vaudouisante et de ce tableau une œuvre vaudou à proprement parler. De même, il serait malencontreux de qualifier la pièce de Igor Huber qu'on vient d'entendre d'art de musique vaudou. Sinon, on verse dans une confusion qui rend difficile la compréhension
de ce phénomène pratiquement nouveau au XXe siècle que constitue l'apparition même des créations picturales de la tradition des beaux-arts, entretenant des relations inédites avec le vaudou. L'exposition du Grand Palais a formulé une proposition intéressante à ce sujet. Vous avez le plan sur les yeux et vous remarquez qu'il y a une section du parcours qui regroupait des œuvres sous le titre de l'esprit Yo, esprit, donc les esprits. Et comme l'écrit l'une des co-commissaires de l'exposition dans le catalogue, Mireille Pérodin-Jérôme, cette section entendait, je cite, rendre compte de l'extrême diversité et de la richesse des représentations symboliques dans la création artistique haïtienne. Cette section, précise-t-elle, juxtapose des objets sacrés et des œuvres de création contemporaine dans une intense proximité. Cet ensemble complexe et cohérent illustre la force des rites et des croyances dans les traditions populaires et la création plastique. Ces œuvres d'évocation religieuse, dotées d'une forte spiritualité, ont en commun la particularité d'échapper aux voies classiques de la représentation. L'idée est donc de retracer leur parenté dans la constitution d'une identité esthétique. Les objets, peut-être les plus inattendus de cette section, sont ceux que vous voyez là. Donc, on va parler d'abord de ça, de ces trois-là, et ensuite de cela. Alors, les objets, donc, ces objets-là, je trouve que c'est les objets peut-être les plus inattendus de cette section et qui proviennent d'une loge maçonnique, la loge haïtienne du Cap, fondée en 1823. Tout d'abord, les trois piliers, donc les trois piliers peints en noir de la chambre du 18e degré de la loge, qui représentent les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, réalisées en métal découpé sur du bois. Ils auraient été fabriqués aux environs de 1848. Ensuite, donc, les symboles du chapitre de Royal Arch représentant les 12 tribus d'Israël qui ont été peints par Sénèque Aubin. Sénèque Aubin, qui fait partie de ce que l'on appelle l'école de peinture du Cap, école constituée autour de Philomé Aubin. Philomé Aubin, qu'il faudrait peut-être appeler le prophète, car c'est bien lui qui est au départ de ce qui va devenir le courant d'art naïf en Haïti. Il est né en 1891 et a commencé à peindre en 1907, soit 36 ans avant la création du Centre d'art en 1944, où il enverra ce tableau qui va bouleverser les perspectives envisagées par les dirigeants du nouvel établissement. Cela est advenu à la faveur d'un jugement ontologique à caractère valorisant prononcé sur ce tableau par le critique d'art cubain José Gómez Sicré, qui a découvert l'œuvre dans les réserves du centre où elle a été reléguée parce qu'elle ne correspondait pas au moment de sa réception aux critères d'évaluation qui prévalaient au centre. Alors, vaudou, art vaudou ou non, franc-maçonnerie, tradition picturale ancienne, ce sont quelques indications qui montrent la nécessité de construire une nouvelle grille d'intelligibilité capable de saisir la coexistence des différentes formes de création, la nature des relations qu'elles entretiennent entre elles à un moment donné ou à différents moments de l'histoire, les enjeux de ces relations et les caractéristiques des œuvres qui en résultent. C'est pour essayer de répondre à ces interrogations que je parle, souvenez-vous du titre de ma communication, de domaine au pluriel, de domaine de création, en insistant sur l'expression création plastique. Tout cela mérite quelques précisions. Je dois en effet expliciter ces deux notions en m'efforçant d'établir leur portée heuristique, ce qui passe par quelques discussions d'ordre théorique et méthodologique qui touchent au grand débat sur la notion d'art elle-même. Tout est parti du constat
donc de la différence de statut des objets, qu'un discours alors dominant inscrivait dans une seule et même catégorie. La recherche d'une clarification de ce problème m'a amené à m'interroger sur la nature de ce qui s'est réellement passé au XXe siècle en Haïti dans l'univers des arts plastiques. Une perspective historienne de longue durée ayant été élaborée par l'historien de l'art Michel-Philippe Lurbeau pour ce qui concerne la peinture de chevalet, les travaux sur les arts sacrés du vaudou ayant connu une avancée significative, avec notamment les expositions et les publications de l'anthropologue états-unien Donald Cosentino, il m'est apparu que ce qui s'est passé relevait finalement d'une reconfiguration, c'est-à-dire d'un changement dans le mode d'organisation, de fonctionnement, de perception d'un univers pluriel de création. Les travaux sur lesquels je me suis donc appuyé pour formuler cette proposition n'ayant pas été réalisés dans cette perspective, ils n'apportent évidemment pas les réponses aux questions qui surgissent, notamment sur les périodes antérieures. Ils n'ont pas établi en quoi consistait la configuration précédente que suppose l'hypothèse de la reconfiguration. S'ouvrent alors les voies de tout un travail de reconstitution historienne pouvant remonter à la période coloniale. Un autre aspect de ce qui s'est passé est à souligner. Il y a lieu de parler d'une subversion des beaux-arts, sur laquelle je reviendrai plus loin, mais dont il faut souligner tout de suite qu'elle implique une remise en question de certaines définitions établies, tendant à un élargissement de la notion même de l'art. Ce qui a eu pour conséquence la visibilité au plan de la société globale d'autres domaines de création jusque-là minorés. L'occultation et ou la minoration relèverait donc d'une conception de l'art donnée par les beaux-arts. Je dirais qu'elle serait due à des effets hégémoniques des beaux-arts. Dès lors, il convient de s'interroger sur ce mode de création. Mais comment procéder? L'une des pistes possibles consiste à l'historiciser. Définis comme les arts du dessin, peinture, sculpture, architecture, les beaux-arts apparaissent dans l'Europe de la Renaissance. Ils s'institutionnalisent au moment où l'Europe étend sa domination sur une bonne partie du monde. En conséquence, les Européens mobilisent les critères et les catégories des beaux-arts pour évaluer, qualifier, disqualifier des formes de création rencontrées ailleurs. S'est mise en place une hégémonie des beaux-arts dont l'accomplissement se mesure dans la construction réussie d'une synonymie entre art et beaux-arts, entre les notions art et beaux-arts. Ainsi, les peuples rencontrés ailleurs, dont les modes d'organisation de la création plastique ne s'apparentent pas aux beaux-arts, peuvent être qualifiés de sociétés sans art et, sur cette base, placés à un degré quelconque sur l'échelle de la civilisation, à mettre ici en majuscule. La longue histoire de l'hégémonie des beaux-arts s'est déployée en tissant des liens serrés avec l'anthropologie, de la collusion entre anthropologie physique, histoire de l'art et esthétique, dans la production et la reproduction des classifications et hiérarchisations raciales, à l'ethnologie ou l'anthropologie culturelle, offrant ses bases au primitivisme tel qu'il est reformulé à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce qui réaffirme la légitimité du soupçon de bien des artistes et critiques d'Haïti, mais aussi d'ailleurs, dès lors qu'on convoque le couple art-ethnologie et plus largement art et anthropologie. Néanmoins, l'anthropologie, dans ses critiques internes, ses réélaborations théoriques et méthodologiques, dans ses échanges avec d'autres champs de recherche, fournit tout aussi bien des ressources à des courants de pensée qui s'évertuent à reconceptualiser les approches de la création artistique. Du côté des historiens de l'art, on en appelle au travail pionnier d'Abi Warburg, mais l'horizon des réflexions et des enquêtes s'étend considérablement si l'on considère les travaux de David Friedberg, de Hans Belting, de Georges Didier Huberman, Horst Bodekamp, François Boss-Flog ou encore Victor Ostoïchita, pour citer quelques noms. Du côté des anthropologues, l'éventail des propositions n'est pas moins étendu, de Franz Boas à Philippe Descola, en passant par Alfred Gell. Cependant, l'horizon s'est encore élargi avec les cultural studies, les études postcoloniales, les études de genre, les recherches sur l'image et les études visuelles en général. Les travaux sur l'art et la globalisation ouvrent également des perspectives. Considérant ces mouvances, James Elkins, document statistique à l'appui, regard informé sur l'univers académique, on arrive à un constat sans appel. L'histoire de l'art est et demeure un discours occidentalocentré.
Ce constat est moins étonnant qu'il n'y paraît, car l'histoire de l'art, on l'a déjà noté, est générée par le système des beaux-arts dont elle reste fortement attachée. Même les réflexions tendanciellement égalitaristes manifestent dans les approches de l'art qui se veulent internationalisme, mondial ou global, comportent des points aveugles qui, dans bien des cas, laissent l'impression qu'on serait tout simplement parvenu à la phase ultime de l'expansion maximale d'un modèle, d'un domaine, celui des beaux-arts, qui se maintient en se transformant. L'histoire qu'on voudrait globale semble alors prendre l'allure de la recherche d'un discours d'accompagnement adéquat. Dans toute cette mouvance, l'histoire, l'anthropologie et les théories de l'image semblent offrir des perspectives non négligeables. Le défi qu'elles pointent, compte tenu des apports des études visuelles, champ en constante interrogation sur lui-même, serait de parvenir à penser la création plastique en tant que foyer de production d'images parmi d'autres dans une société donnée, plus précisément dans ses diverses formes d'organisation, de cristallisation dans le temps et dans l'espace. En effet, en ce que ces approches historiques, anthropologiques, théoriques conçoivent l'image dans son acception la plus large, incluant toutes sortes d'images produites de tout temps et en tout lieu, quels que soient les médiums, les supports, les techniques, les technologies utilisées, elles fournissent un cadre adéquat pour mieux situer, circonscrire les formes de création appelées art. L'intérêt en est la possibilité d'une mise à distance critique indispensable pour contrer toute fétichisation, toute velléité d'essentialisation. Cela est d'autant plus facilité qu'on dispose alors d'un autre point de départ que celui offert par cette notion d'art pour toute approche comparative d'univers sociaux et sociétaux distincts, plus précisément de leur iconosphère. Une fois une telle perspective adoptée, les recherches peuvent certes se focaliser sur des points précis, par exemple sur des types spécifiques d'images, pour en étudier leurs conditions de production, leurs modes de valorisation, les modalités et l'étendue de leur circulation, leurs caractéristiques formelles, leurs usages, leurs enjeux, etc. Il devient plus aisé de chercher à déterminer pourquoi tel genre d'image est valorisé, promu à un moment donné dans une société donnée, plutôt que tel autre. Pourquoi s'est institutionnalisé tel mode de production d'images? Il y a donc des foyers de production d'images à identifier, à caractériser, à analyser. Parmi ces foyers se distinguent ceux qui regroupent la classe d'objets relevant de la création plastique. Je les appelle donc, ces foyers, domaines de création plastique. La création plastique comprendrait une classe d'objets résultant de la matérialisation de l'imaginaire à partir de quelques éléments de base, dont le trait, donc le dessin, la forme, la couleur et le volume. Le traitement technique de ces éléments, leur combinaison entre eux, les matériaux utilisés, les types d'objets qui en résultent, leurs fonctions, leur mode de valorisation varient d'une société à une autre, d'une époque à l'autre et même possiblement d'une catégorie sociale à l'autre dans une même société pour une période historique déterminée. Leur mode de dénomination et la conception qui s'y rattachent sont fonction de ces sociétés et des sociétés et des époques. Une société qui ne connaît pas ou n'a pas connu le tableau de Chevalet, par exemple, peut bien avoir un type de production plastique basé sur la couleur à partir de matériaux spécifiques. Qu'une société n'emploie pas le terme de sculpture pour désigner ces objets en 3 dimensions ne signifie pas qu'elle ne produise des œuvres volumétriques. Il y a donc divers modes d'organisation de la création plastique que j'appelle domaine de création. C'est au niveau des domaines que se constituent des normes, des conventions, des genres. Et c'est là que s'établissent la nature et les critères de jugement, les fonctions symboliques, les types de discours, le mode de circulation des objets. Les domaines se distinguent d'une société à l'autre et plusieurs domaines peuvent coexister dans une société donnée pour une époque déterminée. Les beaux-arts constituent donc un domaine de création parmi d'autres. Les domaines, une fois identifiés, il faut en établir les caractéristiques, puis évaluer la nature des relations qu'ils entretiennent entre eux à différentes époques de l'histoire. Ainsi se dégage la configuration de l'univers de la création plastique à un moment donné. On voit combien la démarche conçue étend le périmètre des enquêtes à mener. Elle vise entre autres la constitution, la reproduction et la transformation des domaines, leurs limites, l'étendue de leur visibilité dans un espace social, le rayon de circulation des productions. Tout cela n'est pas sans lien avec les structures sociopolitiques et économiques, la nature des rapports sociaux et les dynamiques de changement social. On s'en rend bien compte, par exemple, quand on cherche à comprendre pourquoi tel domaine est valorisé par les élites ou une partie des élites à un moment donné, ou encore quand on cherche à analyser les conditions dans lesquelles
un domaine longtemps minoré acquiert une certaine visibilité dans l'ensemble de la société, influe sur les autres domaines et affecte les représentations sociales dominantes. Ces considérations sont fondamentales pour aborder les créations plastiques dans les sociétés comme Haïti, issues de la colonisation européenne. À partir des années 1930-1950, dans le cadre de l'espace discursif en constitution puis constitué sur la création plastique en Haïti, on a formulé la thèse d'un vide artistique antérieur à cette période. Le courant discursif qui fait reposer l'authenticité haïtienne, l'haïtianité artistique sur le seul art naïf, utilise cette thèse du vide pour asseoir sa démonstration, pour apporter la preuve d'un art pur, pur de tout alliage, selon Breton qui parle d'Hector Hippolyte. Un art innocent, un art premier, littéralement sans tradition, sans rien en face de lui. Le vide postulé est en fait celui des beaux-arts. Le courant discursif haïtien a fini par montrer qu'il y a bien une tradition des beaux-arts qui remonte à la période coloniale. Mais la thèse du vide s'accompagne d'un autre versant. Si les beaux-arts ont fait défaut, l'art qui est advenu tient à la permanence de l'Afrique, la mémoire raciale, l'atavisme. Cette explication vient tout aussi conforter l'idée d'un art pur, primitif, premier, l'Afrique étant ici synonyme de primitivité. L'Afrique, qu'il faudrait mettre entre guillemets ici, aurait donc surgi, en dépit de la traite et de l'esclavage, souligne-t-on à volonté, sous la forme d'un, je cite, miracle de la couleur en Haïti, une véritable énigme pour Malraux, l'Afrique n'ayant pas, dit-il, n'ayant pas de peinture. La poursuite des recherches a abouti à l'introduction de nouvelles donnes. Elles ont établi, je l'ai dit, l'existence des arts sacrés du vaudou. Il y a donc lieu de penser ces domaines dans leur structure, mais également dans leur dynamique, en remontant aux conditions de leur formation. Leurs études devront porter sur leurs évolutions parallèles ainsi que sur leurs relations ou non à différents moments de l'histoire. Partir de la période coloniale s'avère de ce point de vue crucial. Quels sont les enjeux des images dans un contexte de rencontres sous contrainte, de racialisation des rapports sociaux, dans un monde organisé, structuré, sur la base de violences ouvertes, multiformes? Quelles images circulent dans l'espace colonial? Comment sont-elles mises en circulation et comment circulent-elles? Dans quel objectif et pour quels usages? Qu'en font les différents groupes sociaux en présence? Quel type d'image a pu devenir dominant? Comment? Quelles en sont les implications? La mise en œuvre de la domination coloniale dont se chargent les élites coloniales se fait à partir de l'imposition de systèmes de valeurs métropolitaines. Les images, la visualisation, la visualité y occupent une place non négligeable, comme plusieurs travaux l'ont déjà montré. Comment se présente la situation dans le cas précis de la colonie française de Saint-Domingue? Quelles sont les dynamiques que cela a enclenchées? Quelles en sont les implications pour le monde visuel de la société post-coloniale? L'univers visuel domingois est forcément pluriel. Le groupe social dominant œuvrant à imposer ses propres images, cela entraîne conflits, résistance, réinterprétation, réappropriation. Les données disponibles et les analyses qu'elles rendent possibles pour l'instant permettent de soutenir qu'il s'est produit à Saint-Domingue un véritable choc et une confrontation des imaginaires au plan de leurs incarnations visuelles. Il en résulte entre autres une situation conflictuelle qui a perduré dans le temps, sous la forme de ce que j'appelle un conflit iconique. L'objet de ce conflit, l'imagerie chrétienne catholique, qui demeure pourtant un élément central de l'univers visuel dans le pays, en raison de sa permanence depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui et de sa circulation à travers toutes les catégories sociales. Le problème réside dans les modes d'appropriation dus à des régimes de croyances différenciés, nourris par une culture visuelle propre aux captifs africains amenés dans la colonie. Cela a très tôt déclenché la réaction du clergé et catholique, le plus souvent épaulé par les autorités politiques, et a très vite donné lieu à l'élaboration de dispositions juridiques importantes, par exemple, à l'occasion de l'affaire Mackandal en 1758, Mackandal ayant été accusé non seulement d'empoisonnement, mais également de superstition.
Ces dispositions juridiques seront constamment reprises, feront l'objet d'articles du Code pénal haïtien pendant tout le XIXe siècle et offriront un cadre légal à une incessante lutte dite anti-superstitieuse, dont l'épisode le plus spectaculaire survient à la fin des années 30 et au début des années 40. On est là, à la veille de l'explosion artistique, picturale en premier lieu, du XXe siècle, où l'imagerie religieuse s'imposera comme l'une des ressources iconographiques les plus sollicitées et retravaillées par les créateurs. Cette imagerie cohabite et entretient des relations particulières avec un autre élément de l'univers visuel du vaudou. On l'a déjà cité, les dessins rituels, les vévés. Plusieurs thèses ont été avancées sur ce corpus graphique. Pour les uns, il serait un pur transfert d'Afrique. Pour les autres, il s'agit d'un héritage des premiers habitants de l'île, les Taïnos. Dans l'état actuel de mes recherches, il me semble qu'il s'agit d'une invention sur place, résultant de la réactivation d'une mémoire iconique africaine. Celle-ci s'explique par la place qu'occupent ou occupaient les signes et les symboles graphiques dans les pensées et systèmes de communication de nombre de sociétés d'Afrique. Mobilisée dans le cadre d'une dynamique de réélaboration culturelle, elle se trouve au principe d'un procès de resémantisation d'images, de signes et symboles en circulation dans l'espace colonial pour aboutir à l'invention du corpus que nous connaissons. Ce corpus est bien connu aujourd'hui. Les dessins sont reproduits dans nombre d'ouvrages et ou sur les couvertures d'ouvrages, sur des objets variés, artisanaux notamment. On les retrouve évidemment sur Internet. C'est progressivement, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, que ces dessins ont acquis cette grande visibilité. Pendant tout le XIXe siècle, tout ce qui est constitutif de la plastique vaudou, y compris les vévés, ne bénéficiait pas d'un aussi grand rayon de circulation au plan de la société globale. N'ayant pas été valorisés comme aujourd'hui, ces dessins ne faisaient pas partie des référents graphiques des artistes pratiquant les beaux-arts. À l'inverse, bien des éléments des beaux-arts ont été appropriés dans l'univers plastique vaudou. Les relations entre domaines de création étaient telles que seul celui de la plastique vaudou recevait et intégrait des éléments, signes, objets, matériaux fournis par le domaine des beaux-arts. Cette relation unilatérale tend à confirmer la position hégémonique des beaux-arts, quel que soit le degré de structuration, d'institutionnalisation de ce domaine. Mais quelles sont les conditions dans lesquelles ce domaine, apporté par les élites coloniales, a été maintenu en passant de Saint-Domingue à Haïti? Comment ce domaine, ayant servi à la structuration de l'ordre hiérarchique, a-t-il pu être maintenu et à quel prix? Ce maintien a été assuré par les élites qui ont émergé dans la colonie et qui forment les premières élites nationales. Mais cela ne s'est pas fait, cela ne s'est pas réalisé de manière mécanique. Il y a un processus d'appropriation débuté pendant la période coloniale. Il y a même lieu de parler d'une véritable conquête politique des beaux-arts de la part des élites émergentes. Elles s'en sont saisies comme d'une arme dans leur lutte pour l'égalité avec les Blancs, comme l'illustre ce portrait de Vincent Auger. Je pourrais revenir pour donner les détails là-dessus si nécessaire. Le moment révolutionnaire est, de ce point de vue, capital, en ce qu'on y perçoit l'une des formes principales sous lesquelles le maintien des beaux-arts s'est opéré. Cela s'est fait sous le signe du néoclassicisme. Ce courant artistique qui a accompagné la Révolution française s'est étendu à la colonie où ses principes, ses codes connaissent un réinvestissement lié aux dynamiques propres à la Révolution haïtienne. S'en sont sortis une symbolique nationale et sont posées les orientations d'un art officiel. Dans ces conditions, l'adoption des beaux-arts ne relève pas d'une simple démarche d'assimilation, car il s'agit à travers ce cadre,
il s'agit à travers ce cadre même de se différencier en élaborant ses propres signes d'identification collective. D'ailleurs, cela ne s'est pas réalisé sans problème, l'indépendance marquant le début d'une longue bataille symbolique. Celle-ci est particulièrement rude tout le long du XIXe siècle, compte tenu d'une campagne de dénigrement menée contre le pays par tous les moyens, y compris par l'image. On comprend tout l'intérêt pour les élites nationales de s'approprier les beaux-arts. Cela ressort encore plus nettement quand on considère la nécessité dans laquelle elles se trouvaient d'avoir la maîtrise de leur propre image, compte tenu des usages de la représentation du nègre, mobilisé dans la question raciale, dans la propagande raciste, instrumentalisée à l'encontre d'Haïti, souvent en s'attaquant aux responsables politiques comme Soulouk. À cela s'ajoutent les enjeux sociopolitiques internes du portrait, utiles dans les procès de différenciation sociale, d'identification, de légitimation et d'élaboration des généalogies politiques. À ce stade, il est sans doute plus aisé pour vous de comprendre ce qu'il convient d'appeler la reconfiguration de l'univers des domaines de création plastique en Haïti au XXe siècle. Reconfiguration parce qu'on assiste à une redynamisation du domaine des beaux-arts avec un élargissement considérable de sa base sociale, une amplification de la masse créative et l'apparition de types de création inédits. Cela s'accompagne d'une visibilisation d'autres domaines de création et le développement d'échanges inédits entre les différents domaines. L'univers réorganisé des beaux-arts est marqué par l'ouverture du domaine à des pans entiers jusque-là ignorés de l'imaginaire social qui confère aux créations leur spécificité. C'est dans ce contexte que de multiples ressources visuelles disponibles sont convoquées et retravaillées, l'imagerie chrétienne étant la plus importante. Contrairement à ce que l'on pourrait supposer au prime abord, cette imagerie chrétienne est prise en charge par toutes les catégories d'artistes, ceux dont les œuvres sont qualifiées de naïves et ceux dont la création échappe à cette épithète. Bien évidemment, ce n'est pas la seule donnée partagée par des artistes de tous bords. Leurs œuvres laissent apparaître également le partage d'un certain nombre de modalités d'expression caractéristiques de la nouvelle écologie des images qu'elle forme. Je n'aurai pas le temps de développer cet aspect des choses. L'univers de création plastique reconfigurée accuse un dynamisme remarquable dont témoigne l'apparition depuis les années 80 et 90 de tendances qui tentent de se démarquer des courants institués qui, eux, ne conservent pas moins beaucoup d'adeptes. Toute analyse d'ensemble devra s'efforcer de dégager les grandes orientations de cette nouvelle scène en tentant de mettre en relief ce qu'elle doit à l'univers visuel global, ce qu'elle partage avec les courants dont elle se démarque et ce qui la spécifie. Pour cette communication, j'avais plusieurs options. Je n'ai pas choisi de me focaliser sur un artiste, sur un groupe d'artistes, sur une période, sur une œuvre ou un corpus d'œuvres. Il m'a paru préférable de présenter quelques-unes des perspectives que j'essaie de dégager pour ouvrir le champ de la recherche sur la création plastique d'Haïti. Car vous aurez compris que les différents points soulevés appellent des recherches approfondies. Cette option m'a paru en phase avec la préoccupation de Yannick Laens de chercher à dire, à voir Haïti autrement. Merci.